Nous étions un couple, avec mon compagnon, qui s'appelait Bernard Costa. Toute occasion que j'ai de citer son nom, près de 25 ans après sa mort, je la saisis. Alors un couple, évidemment on peut en garder les souvenirs heureux, c'est bien, au printemps il y a des raies de lumière à travers la fenêtre, il faut les saisir. Donc je me souviens d'abord des surnoms qu'on échangeait, c'est un peu idiot, hein. Je ne vais pas vous les donner, ou du petit déjeuner, avec le chat au milieu, le dimanche matin, le chat aimait beaucoup les croissants. Enfin tout ça est un peu idiot, et ce sont des images qui ne correspondent pas nécessairement à celles que dans ma vie professionnelle j'ai essayé de donner. Mais un couple, ça s'écrit un peu comme un livre, c'est-à-dire que ça boite. C'est quand ça boite qu'il y a du style. Alors il y a des moments où le désir de l'autre se dérobe. Il y a des moments d'involution de chacun. Et au bout de 5 ou 6 ans de vie commune, je voyais bien que la boiterie pouvait s'aggraver et que ça pouvait clocher. J'écoutais quand même l'intention qu'il avait d'écrire un livre sur Chanel. Il était journaliste de mode, il considérait que dans la mode, il y avait beaucoup de nouveautés chaque année, mais très rarement des ruptures, et que Chanel était une des rares personnalités qui avait provoqué des ruptures. Chanel ne m'intéressait aucunement. J'avais même une certaine antipathie que j'ai gardée d'ailleurs en partie pour elle, mais s'il avait été boxeur, j'aurais peut-être fait de la boxe, alpiniste de la Varap. Bon, bah, il était intéressé par la mode, il était intéressé par Chanel, on est parti dans une grande enquête commune. Ça, c'est passionnant dans un couple quand on sent qu'il y a quelque chose qui est grave, qui peut se produire. Et lui, il devait savoir déjà qu'il était séropositif, que la maladie, le sida, c'était la haute époque du sida, le menaçait. Moi, je ne voyais rien, bien évidemment, comme d'habitude, n'ayant pas un très grand sens psychologique. Mais quand il y a un projet avec des échéances, pour retarder peut-être une échéance plus grave, bah, il faut le partager, il faut s'y mettre. Et donc, on est parti dans une longue enquête. À l'époque, c'était il y a 30 ans. Les témoins de Chanel n'avaient pas tous été interrogés, ils n'étaient pas tous épuisés, ils n'étaient pas tous corsetés, formalisés par des biopics ou des quantités de livres qui étaient déjà parus. Il y avait juste celui de Charles-Roux qui avait eu un certain écho. On a découvert beaucoup de choses nouvelles, on a eu des grands moments de bonheur. Je me souviens que quand on a inventé, au sens premier du mot, le château que Chanel avait du côté de Pau et que personne ne connaissait. C'était un mois de décembre, il y avait du soleil, alors qu'il était très fatigué à Paris, il était très heureux là. Et nous avons progressé comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans, et puis la maladie s'est déclarée. Alors quand la maladie s'est déclarée, il a voulu bien évidemment, et moi aussi, continuer le projet. Et il s'est trouvé un moment, quand les choses allaient de mal en pis, où je me suis construit une double image. Alors celle du saint, celui qui allait le protéger jusqu'au bout, qui n'avait pas toujours été fidèle, mais enfin, en qui il pouvait avoir confiance. Je dis le saint parce que un jour, l'aumônière de l'hôpital, dans la chambre, l'a entendu dire « lui, c'est un saint ». Alors, je me suis construit une icône. J'étais l'icône. Et par ailleurs, j'ai fait la promesse de continuer le livre, de finir le livre, de l'écrire. Notre livre, tu l'écriras. À vrai dire, je ne savais pas du tout, une fois qu'il est mort, s'il était possible d'écrire ce livre. Je me souviens du dernier été qu'on a passé ensemble. Le hasard avait voulu que j'ai loué une maison qui ressemblait à une datcha dans une forêt normande, et à quelques kilomètres en contrebas, il y avait un château de Chanel, ce que j'ignorais complètement quand j'avais loué la maison, qui s'appelle le Ménil-Guillaume. Et lui, il était claquemuré dans le salon, il ne pouvait plus sortir. Moi, je descendais la côte et j'allais à pied interroger les gens du Ménil-Guillaume qui se souvenaient ou ne se souvenaient pas du séjour de Chanel dans les années 1930 dans ce château. Et je remontais, je voyais là sur la table tous les documents Chanel étalés qui lui permettaient de s'occuper pendant cet été qui était son dernier été. Il est mort 3 mois après. Et je me disais, non, lui vivant,
on n'arrivera jamais à écrire ce livre, parce que c'est un être de fuite, Chanel. On n'en sortira jamais de cette enquête. Elle est sans fin. Et en fait, c'est parce qu'il est mort que j'ai pu écrire le livre. Alors c'est un peu cruel, mais j'en ai eu la révélation il y a quelque temps, lisant Paul Léotot, le vieux misanthrope de Fontenay, et qui disait je ne savais pas comment finir Petit Ami, son chef-d'œuvre, enfin le livre le plus connu de lui. Heureusement, ma mère est morte. Et quelle chance, j'ai pu trouver la forme du livre. Et la forme du livre, en effet, je n'ai pu la trouver que parce qu'il était mort. Enfin, ça a mis 20 ans. J'avais mis ça dans un tiroir, je faisais ressortir les dossiers chaque été et je n'arrivais pas à leur donner une existence d'écriture. Un éditeur, je vous parlais de livre de commande, m'a demandé mais faites-le, parce que c'est un verrou qu'il faut que vous tiriez. Il a donné le titre, Notre Chanel, et parce que la commande existait, parce que Bernard était mort, parce que je lui avais fait cette promesse, mais parce que son départ donnait aussi la possibilité d'écrire quelque chose d'un peu original et qui dépassait les obstacles que la biographie de Chanel posait partout. Bon, ben, j'ai pu l'écrire, je l'ai écrit sous forme de première personne du pluriel, nous. Alors c'est comme une partie de tennis en double. Il y a d'un côté Chanel, et Chanel est toujours avec la légende qu'elle construit, et qui la suit comme une ombre ou comme une jumelle. Ils sont donc deux, et même davantage, dans la partie adverse, la partie qu'il faut biographier. Et puis, nous sommes deux aussi. Et d'ailleurs, quand il était vivant, il professait la plus grande admiration pour un livre qu'il connaissait par cœur, écrit par deux virtuoses du piano, sur Missia Certes. Et c'est un peu la même histoire. Ces deux virtuoses se promenaient à travers le monde. Ils devaient être lassés d'être toujours ensemble, au travail, à l'hôtel, en tournée, à domicile. Et ils avaient entrepris de se mettre dans les pas de Missia Certes. Et donc c'était Missia avec sa légende, avec Chanel d'ailleurs, qui était sa sœur jumelle à bien des égards. Et puis eux deux, les virtuoses du piano, c'était une partie double. Au fond, comme le modèle de Bernard que j'imite, et ce livre sur Certes, c'est même 6. Il y a les deux virtuoses, il y a Bernard et moi, il y a Chanel et son double. Le souvenir le plus doux que je garde, c'est celui de la manière dont on dormait ensemble, vous savez, comme les cuillères dans un écrin. Et un des souvenirs les plus amers, celui du moment où il a fallu faire chambre à part. C'était d'ailleurs dans ce village normand, au Ménil-Guillaume, où il apparaissait que ces nuits étaient trop troublées pour que je puisse y ajouter des problèmes supplémentaires. Maintenant, ce qui maintient le couple, c'est le fait que son nom m'est isolé, a surnagé grâce à ce livre. Ce livre, j'ai écrit sous mon nom, Jean Lebrun. Il y a un vieux philosophe chrétien que j'admire beaucoup, qui s'appelait Jean Baster. Quand sa femme Hélène est morte, il a continué, pendant 10 ou 15 ans, à signer ses livres, Jean et Hélène Baster. Je ne suis même pas sûr qu'il le faisait quand Hélène était vivante. Donc, j'ai pas mis Jean Lebrun et Bernard Costa, mais ce qui pour moi est le plus significatif, ce qui est au fond la réussite qu'est produite ce livre, c'est que son nom surnage. C'est-à-dire que quand maintenant on le tape sur Google, on voit Bernard Costa devant le chirurgien dentiste de Châtellerault, le kiné de Belfort, d'autres Bernard Costa qui occupaient jusque-là le devant de la scène. Maintenant, je me dis, il faudrait peut-être faire un autre livre où je lui raconterais ce qu'est devenu notre immeuble. Il y a bientôt la moitié d'homo dans l'immeuble, c'est curieux. Ce qu'est devenu le quartier,
le photographe, là, qu'il trouvait très très beau, qui était le modèle pour lui, il a 60 ans maintenant, il est grisonnant, il a pris du ventre, et puis dans la rue d'Alésia, les gens parlent tout seuls, ça l'étonnerait beaucoup, ils parlent à leur téléphone portable, ils ont des écouteurs dans les oreilles, et ils n'entendent même pas les questions qu'on leur pose. Je me dis que ce serait intéressant, ça, pour continuer un couple, de raconter aux disparus ce qu'est devenu le monde commun qu'on a connu l'un et l'autre.